Sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Je reçois ce matin Justine Riss, la directrice générale de YouTube France. YouTube qui fête, on l'a dit, ses 20 ans cette année, forte de ses quelques 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. En France, on en est à combien ? 42 millions. 42 millions de Français Chiffre Médiamétrie. 42 millions de personnes de plus de 15 ans. Oui, donc, c'est ça. Voilà. Et donc ça en fait encore quelques autres de plus. Et alors vous avez même été jusqu'à dire que YouTube était la première chaîne de télé en France, ce qui n'a pas vraiment plu aux vraies chaînes parce que vous n'avez pas les mêmes obligations légales qu'eux et puis vous investissez pas directement dans une grille de programme. Donc vous êtes, c'est vrai, difficilement comparable à une chaîne de télé. On peut le dire comme ça. En fait, YouTube... comme vous venez de dire, vient de fêter ses 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu la plus grande scène du monde pour tous les publics, pour toutes les créations, on trouve tous les formats, et puis pour tous les usages. Et la télévision, dans le sens appareil, c'est devenu aujourd'hui un canal de consommation de YouTube très important. C'est le premier canal de consommation de YouTube aux États-Unis, c'est le deuxième en France. Et donc, ce que j'ai voulu dire... Deuxième derrière le smartphone. Derrière le téléphone, exactement. Donc, plus que l'ordinateur, on regarde plus YouTube sur la télé. Plus que les tablettes. Donc, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, YouTube est devenu, on pourrait dire, un grand du petit écran. Ouais. Et on voit la consommation de YouTube depuis la télévision comme un usage qui devient prédominant, très installé. Et ce qui est très intéressant, c'est que s'accompagne dans ce nouvel usage le succès de formats de contenu longs, voire très longs. On remarque que plus de la moitié du temps passé sur la consommation de YouTube depuis les télévisions sont pour des contenus qui font plus de 20 minutes. Ah oui. Donc c'est vraiment, on rentre dans des concepts finalement de format, de contenu, presque d'émissions très engageantes et très longues. Ça veut dire que vous pensez que le téléviseur est l'avenir de YouTube ? En tout cas, l'appareil de télévision est vraiment un canal de consommation qui n'existait pas en 2016 et qui aujourd'hui a un essor de plus en plus grand. Et donc c'est dans ce sens-là que, la formule a été un petit peu raccourcie. Mais vous revendiquez quand même le titre de première plateforme pour les 15-49 ans. Bien sûr. Devant qui, du coup, quand vous dites plateforme ? C'est devant Dailymotion, c'est devant Netflix ? Devant toutes les chaînes de télévision linéaires. Donc là, on parle vraiment d'un flux en direct, la télé en direct. Quand on regarde sur la tranche d'âge des 15-49 ans, YouTube est en effet la première destination vidéo. Donc devant TF1, France 2... Absolument. Ce sont des chiffres Médiamétrie. Mais du coup... Comment c'est mesuré ? Par sondage ? Alors voilà, c'est mesuré par la méthodologie Médiamétrie. Point très important qu'il faut bien comprendre. On est depuis 7 ans maintenant mesuré par Médiamétrie. Ça a été toujours un souhait de notre part, un souhait de transparence et de mesure par un tiers complètement référent en France. Sauf que cette mesure, jusqu'à présent, elle ne compte que les 3 écrans, mobile, tablette et ordinateur. Ouais. Le travail que nous avons fait avec Médiamétrie, avec les chaînes de télévision, avec les plateformes, Amazon, Disney, Netflix, etc., c'est travailler à ce qui s'appelle la mesure totale vidéo, qui va mesurer les 4 écrans. Les 3 que j'ai cités, téléphone, ordinateur, tablette et les téléviseurs. Et cette mesure totale vidéo, 4 écrans, va être lancée par Médiamétrie, deuxième partie de cette année. Et donc là, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir enfin avoir une référence unique, complètement uniformisée sur toutes les destinations vidéo. Donc, quand mon vrai propos, c'était de dire YouTube aujourd'hui est la première destination vidéo en France quand on parle d'usage sur certaines tranches d'âge. Pour les 15-49. Mais bien sûr, et ça c'est aussi un point très important, on parle beaucoup des youtubeurs qui sont cette nouvelle génération de création, mais on travaille énormément avec tous les médias traditionnels. Qui viennent mettre des extraits de leurs émissions, notamment. TF1, France Télévisions,
Arte, pour ne citer que quelques exemples, la Maison Europe 1, qui va bientôt atteindre ses 2 millions d'abonnés sur YouTube, ont bien compris la puissance que pouvait leur apporter la plateforme de complémentarité d'audience. Mais c'est un canal de diffusion, vous n'êtes pas vous-même producteur d'émissions. Absolument, on comme n'a peut pas l'être du tout une chaîne de télé. Absolument, ce sont des modèles différents. Vous ne financez jamais aucun programme. Exactement. Par contre, notre modèle est basé sur un principe de partage de recettes. On partage plus de la moitié de notre chiffre d'affaires publicitaire aux détenteurs des chaînes. Pourquoi seulement la moitié ? Parce que l'autre moitié, elle est quand même faite pour financer toute cette infrastructure vidéo qui est très lourde, qui est très complexe, qui permet de protéger contre la lutte contre le piratage, qui permet de rémunérer le droit d'auteur, qui permet de modérer tous les contenus qui n'ont pas lieu d'être sur la plateforme. Donc en fait, et beaucoup de producteurs d'ailleurs, et encore une fois d'acteurs des médias plus traditionnels, ont saisi cette opportunité. Je pense par exemple à une entité qui s'appelle maintenant TF1 Studio, Newen, qui a mis toutes ses productions d'archives, Plus belle la vie, sur YouTube, qui, fort de la remise en lumière de tout ce catalogue, a pu y compris développer des formats originaux. Je pense à Safe Zone, avec Faustine Bollard, qui est un format complètement original. On voit YouTube. Des animateurs télé qui viennent maintenant sur YouTube. Ça a été Claire le cas d'Élise Lucet, de Claire Chazal aussi récemment. Et alors là, c'est formidable parce qu'elles se font chaperonner, si je puis dire, par des créateurs comme Squeezie ou comme Gaspard G, par exemple. Vous disiez que 50% de vos recettes publicitaires allaient à ces créateurs de contenu comme Squeezie, qui propose des émissions qu'il produit lui-même. Est-ce que vous avez un droit de regard, vous, en tant que YouTube, sur ces émissions qui sont hébergées par vous ? Alors, a priori, aucun. A posteriori, bien sûr, il faut que tous ces contenus qui sont sur la plateforme respectent nos règles d'usage. Donc on a des règles de communauté qui sont publiques, qui sont les mêmes. Vous pouvez refuser des vidéos. Et on peut pas refuser des vidéos, mais bloquer des vidéos si elles enfreignent nos règles d'usage. On publie chaque trimestre un rapport de transparence qui vous donne, avec une granularité très poussé, combien de vidéos nous avons retirées. Par exemple, deuxième trimestre 2024, plus de 8,5 millions de vidéos. 94% de ces vidéos qui enfreignent nos règles d'usage sont faites de manière automatique. C'est-à-dire, c'est vraiment cette infrastructure basée sur l'intelligence artificielle qui neutralise 94% des mauvais acteurs. Parce qu'avant de bosser chez YouTube, Justine Rist, vous avez travaillé au lancement de Twitter en France. Absolument. Twitter qui est devenu X et qui a beaucoup changé ces dernières années sous l'impulsion d'Elon Musk, qui a pris le parti, lui, de laisser à peu près tout dire sur sa plateforme. Vous n'êtes pas dans cette idée-là, vous, chez YouTube ? En fait, vous modérez encore les propos, les contenus ? C'est un principe fondamental et un engagement fondamental que nous avons. C'est tout ce sujet de protéger les utilisateurs tout en maintenant, bien sûr, la liberté d'expression. Donc ça commence par des règles de communauté. Ensuite, une infrastructure qui permet de neutraliser les mauvais contenus, je dirais à la source. Plus de 80% de ces contenus qui sont retirés le sont avant que les vidéos aient fait 10 vues. Et ensuite, vous allez me dire, mais quid des 6% ? Eh bien, on a des équipes de modérateurs qui sont dans le fuseau horaire, qui parlent la langue, parce que je donne un exemple. Une vidéo qui va montrer un chien enlacé autour d'un arbre. Si c'est la WWF qui a fait cette vidéo, ça n'est pas du tout la même portée que si c'est un quidam qui vraiment, là, c'est de la torture animale. Donc là, ça demande un regard humain. Bien sûr. On a tout un réseau de signaleurs de confiance qui sont des associations qui ont un chemin de signalement prioritaire. En France, c'est par exemple la LICRA. C'est par exemple e-enfance. Et donc c'est tout cet arsenal de protection des utilisateurs qui permet de maintenir un bon écosystème et qui fait que depuis 20 ans, on assure cette responsabilité. Autre question que je me pose sur YouTube, parce que YouTube fait partie du géant Google. Est-ce que les recherches que je peux faire sur Google sont utilisées pour mettre en avant sur YouTube des vidéos qui sont susceptibles de m'intéresser davantage ? Alors, YouTube est le deuxième moteur de recherche dans le monde, après Google. Donc, en fait, vous pouvez avoir ensemble, non ? Si vous êtes logué, c'est-à-dire si vous êtes rentré avec votre compte, vous pouvez avoir des liens entre les deux et puis des vidéos qui vous intéressent, qui sont suggérées. Donc, même ce que je raconte dans mes mails, par exemple, ça peut servir derrière ? Là, c'est différent. Là, je parle juste des moteurs de recherche. Juste le moteur de recherche Google. Ça, les recherches peuvent être utilisées également. On peut avoir,
parce que quand vous avez votre parcours de navigation, vous pouvez avoir des centres d'intérêt qui sont similaires. Ouais. Dès qu'on veut regarder un clip, on se dirige sur YouTube. On a l'impression que tous les clips du monde entier sont hébergés sur YouTube. Est-ce que vous reversez, vous, par exemple, de l'argent aux artistes? Le modèle est exactement le même. 50, et je vais un cran plus loin, plus de 50%. Je vais même un cran plus loin. Nous travaillons avec toutes les sociétés de gestion collective. En France, c'est ce qui s'appelle la SACEM, pour rémunérer le droit d'auteur sur ces contenus musicaux, en plus du partage de plus de la moitié de nos recettes aux clips ou aux contenus musicaux qui sont sur la plateforme. Et donc, quand on trouve toute cette librairie musicale sur la plateforme, ce sont vraiment les majors, ce sont les artistes, ce sont les labels. On a un champion français qui s'appelle Believe, qui est très établi, très déployé sur YouTube, pardon. Vous me faites parler Twitter, sur YouTube. C'est un modèle économique qui est pérenne. En fait, ce modèle économique de partage de plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est ce qui a fait que YouTube est à la genèse de cette fameuse créateur économie. C'est ce qui a fait que depuis 20 ans, des créateurs qui étaient au départ totalement autodidactes dans leur chambre, voilà, sont aujourd'hui des entrepreneurs. C'est ce qui a fait qu'un Hugo Décrypte est aujourd'hui dans le voyage présidentiel, mais surtout a son accréditation presse et voyage avec le président Macron et pose une question à Trump. Je vous invite à regarder d'ailleurs cette séquence qui est assez passionnante. Allez, restez avec nous, Justine Rist, pour suivre l'actu des médias dans un instant.